pour un dernier temps de parole, dernière présentation de Le Kuan Yin, qui est percussionniste, qui s'est formé de façon tout à fait classique aux arts de la percussion, et puis qui mène un travail depuis le début des années 80 en musique entre l'interprétation de la musique contemporaine et l'improvisation libre. Alors, je ne reprends pas tout le parcours, hein, vous trouverez les informations sur son site notamment, mais quelques petits éléments. Nin cofonde en 2006 l'ensemble Hiatus, qui est un ensemble de musique contemporaine dont les membres sont à la fois improvisateurs et interprètes. Il a travaillé avec beaucoup de monde, vous trouverez la liste, incroyable liste, aussi sur son site. Bon, je vais nommer juste peut-être deux personnes, hein, parce que ça a été une rencontre importante dans son parcours, le saxophoniste Michel Doneda. Et puis aussi pour montrer qu'il y a eu, enfin pas pour montrer, mais parce que Nin travaille avec des artistes de toutes disciplines, mais il y a tout un travail intéressant avec le poète Serge P. notamment. Et puis, il a entretenu une relation tout à fait privilégiée avec la danse. Pour ça aussi que nous le connaissons, de notre point de vue de danseur. Il fut l'un des membres fondateurs de l'association La Flibuste à Toulouse, qui était un collectif d'improvisateurs de toutes disciplines. Et puis, enfin, je ne sais pas, c'est tellement ramassé, mais en 2010, il publie aux éditions Môme Ludi du CFMI de Lyon un ouvrage très précieux, à mon sens, qui s'intitule Improviser librement, abécédaire d'une expérience. C'est quelque chose dont je conseille la lecture, car s'y déploie une philosophie empirique, on pourrait dire, et précieuse du geste improvisé, qui est pleine de savoir, mais aussi pleine de non-savoir. C'est un texte qui est régulièrement augmenté, si j'ai bien compris. Donc vous pouvez trouver aussi des dernières versions en ligne. Et je vais te laisser sauter dans le vide, Nin, avec une intervention que tu as intitulée Aux alentours. Oui, merci de cette introduction. D'abord, je voulais donc présenter mes excuses de ne pas avoir pu être présent aux précédentes interventions, de n'avoir pu avoir le temps aussi de préparer peut-être des documents que j'aurais pu partager. Mais c'est comme ça, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que je suis assez occupé, c'est plutôt, par les temps qui courent, plutôt quelque chose de positif, de ne pas avoir le temps de faire certaines choses plutôt que d'en avoir trop. En tout cas, oui, donc j'ai appelé mon intervention aux alentours parce que, et justement, si je m'excuse de ne pas avoir pu être là précédemment, c'est que je ne sais pas du tout ce que les autres intervenants et intervenantes ont pu présenter. Donc, j'aurais pu d'ailleurs, dans ce cas, j'aurais pu peut-être répondre ou, comment dire, ou donner la contradiction ou au contraire développer certaines choses. Donc là, je ne sais pas. En tout cas, moi, je viens uniquement avec mon petit bagage. Et si j'ai appelé mon intervention aux alentours, c'est que je considère toujours, et d'ailleurs c'est ce que j'avais déjà écrit dans la première préface enfin, l'introduction de mon abécédaire, c'est que de discuter de l'improvisation, c'est de toute façon un peu finalement comme toute discipline. Quand on passe par la parole, en fait, on ne fait que tourner autour des choses. On ne fait que rester dans la périphérie de l'expérience, dans ses alentours. Donc, je ne dis pas que, évidemment, cette activité est inadéquate ou inutile. Bien au contraire, je crois que nous sommes tous des êtres de parole et qu'il nous faut bien tourner autour des choses pour peut-être les faire apparaître en creux, parce qu'on est vraiment, en fait, vraiment incapable de réellement décrire par le menu détail et toutes les conséquences de cette pratique, de la pratique de l'improvisation libre en particulier. L'improvisation libre étant la seule type de pratique d'improvisation que je connaisse. Je n'ai jamais improvisé sur une grille,
harmonique, je n'ai jamais improvisé sur une structure rythmique, je n'ai jamais improvisé comme les musiciens baroques le font, comme les musiciens de jazz le font, comme les musiciens de rock le font, euh, et a fortiori comme les musiciens de musique indienne traditionnelle le font, ou autres. Vraiment, moi je ne connais que l'improvisation dite libre, celle qui est pratiquée principalement dans les pays occidentaux, je dirais, et quelques pays asiatiques. D'ailleurs, c'est tout un programme ou toute une grande discussion de qu'est-ce que veut dire libre quand on parle d'improvisation libre, évidemment. Euh, donc, effectivement, depuis, ça faisait longtemps que vraiment à la demande de personnes, j'ai commencé à écrire sur l'expérience même d'improviser, comment moi je vis en tout cas cette expérience. Donc non pas en essayant d'analyser ce qu'est l'improvisation, ou ce que pourrait être l'improvisation, ou qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, en regard d'autres formes artistiques. Je ne me suis pas posé, enfin je n'ai pas écrit sur, euh, comment dire, le rapport aussi de cette pratique avec le reste des pratiques artistiques, mais aussi que veut dire cette pratique dans le reste de la société. Donc, je ne me suis pas vraiment préoccupé des conséquences presque politiques que pourrait avoir cette pratique, ou même quel serait le substrat ou le support politique de cette pratique dans la société, chose qui m'intéresse énormément. Je ne me suis pas préoccupé non plus pour cette écriture de l'aspect social aussi, et je dirais presque trivial et terre à terre de cette pratique, c'est-à-dire qui fait ça, qui improvise, quelles sont les conséquences sociales de cette pratique, quelles sont les situations sociales des pratiquants, leur situation purement de classe, hein, je veux dire, combien ils gagnent, combien vraiment des choses dont il me semble que très très peu de personnes s'occupent. D'ailleurs, je suis très étonné de voir qu'il y a beaucoup d'études maintenant universitaires justement consacrées à l'improvisation. Mais j'avoue, bon, évidemment, je ne connais pas toutes les études qui sont publiées ou qui sont en cours, aussi bien en France qu'à l'étranger, mais moi, je n'ai pas encore vu, en tout cas, passer des, des études concernant la situation sociale des improvisatrices et des improvisateurs. Or, il me semble que là, on pourrait toucher à quelque chose de très intéressant concernant l'articulation que ces pratiques artistiques avec le reste de la société, avec le reste de la production, entre guillemets, artistique mondiale, et même en rapport avec la pop culture qui est totalement dominante, etc. etc. Donc, moi, je ne me suis pas intéressé à ça, il faut dire. Non, bah, je m'intéresse énormément à ça, mais je n'ai pas écrit là-dessus, parce que c'est un travail absolument phénoménal à faire. Je pense qu'il faut être à la fois sociologue, musicologue, historien de l'art, chercheur en art, donc avoir justement un support et peut-être une méthode universitaire que personnellement je n'ai pas, parce que moi j'ai quand même arrêté l'école assez vite, donc je n'ai même pas mon bac, vous voyez, donc euh, j'ai quitté l'école avant pour me consacrer à la musique. Donc, je n'ai pas pu acquérir des outils nécessaires, par exemple, pour ce type d'analyse. Donc, je me suis intéressé à comment, disons, à quelles conséquences ça avait même sur ma façon de voir le monde, ma façon d'appréhender. Quand je dis le monde, ça veut dire aussi de manière très concrète les personnes que je rencontre. Quelles conséquences ça a aussi sur les questionnements qui peuvent être extraordinairement augmentés, perturbés sur bah, qu'est-ce que c'est que de jouer de la musique, par exemple, simplement. La pratique d'improvisation, moi, m'a toujours permis, parce que j'ai commencé très, très jeune, d'abord en tout premier, je dirais, de me, de me trouver finalement une forme de proximité avec l'instrument. C'est ça qui est vraiment le plus important, une forme de proximité, une forme de familiarité avec l'instrument, et au-delà de l'instrument, avec ce que l'instrument fait dans,
ben, par exemple dans la pièce dans laquelle je suis, hein, qu'est-ce que ça génère comme vibration, puisqu'on sait que le son, en tout cas, une physicalité vibratoire. Et qu'est-ce que cela fait? En fait, qu'est-ce que cela fait pas seulement à mes oreilles, mais qu'est-ce que ça semble faire dans l'espace? C'est-à-dire comment les sons se réfléchissent, comment au contraire ils sont absorbés, comment ils semblent passer d'un coin à un autre de la pièce avec une certaine vélocité, une certaine vitesse. Donc, c'est vraiment très organique et c'est vraiment cette expérience-là qui continue de me bouleverser. Donc pas seulement en improvisation, bien sûr aussi avec la musique écrite, mais en improvisation du fait qu'il n'y ait finalement plus aucun intermédiaire, en tout cas autre que celle d'être là, d'être en présence des éléments qui sont là, en fait finalement d'être totalement à la fois soumis et acteur aux circonstances dans les circonstances, sans rajouter une circonstance extérieure qui serait par exemple une partition, qui viendrait perturber les circonstances présentes. Eh bien, cette expérience continue de me nourrir et comment dire, de nourrir aussi un mystère de la présence en fait des uns et des autres, des unes et des autres. Et c'est pour ça que je continue. Moi, je vais avoir 60 ans dans quelques jours, vous voyez, et j'ai commencé à l'âge de 18 ans à improviser. Donc, ça fait quand même beaucoup de temps que cette pratique est quelque chose que je traverse et qui en même temps me soutient et qui me permet aussi, car il faut vraiment toujours saluer la présence des uns et des autres, qui me permet de rencontrer des personnes assez extraordinaires, d'autres beaucoup moins aussi, mais c'est la vie, et d'être comme ça en relation avec cette chose mystérieuse qui se construit, qui se fait, qui se défait constamment, d'instant en instant, et dont on ne sait, en tout cas quand on a à cœur de ne pas mmh, trop piétiner avec une petite satisfaction les mêmes endroits, quand on essaie justement de toujours faire des pas de côté, de toujours changer les vitesses, de changer les directions, eh bien, il y a toujours ce côté ludique extraordinaire qui, qui est totalement renouvelé, enfin qui est renouvelé constamment et qui fait le charme et en même temps la discipline de cette pratique. Voilà. D'ailleurs, si je dis le mot discipline, pour moi, c'est un mot très important. Pour moi, il n'y a pas d'improvisation sans une formidable discipline. Et je dirais même presque parfois, non pas évidemment une fermeture ou je dirais un dogme, mais il y a quand même une éthique forte. Il peut y avoir une éthique personnelle forte. Je ne dis pas une éthique qu'on imposerait aux autres, mais en tout cas, pour moi, il y a toujours des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne doit pas faire. Voilà, des choses. Et non pas parce qu'elles ne sont pas polies ou parce que elles sortent de la bienséance. Non, non, c'est juste ne pas faire les choses, ça fait partie du mouvement ludique de l'improvisation. C'est-à-dire que m'empêcher constamment de faire certaines choses, euh, et je dis ces choses-là, c'est très simple, hein, c'est m'empêcher de faire quelque chose que je reconnais comme faisant partie de la culture la plus largement partagée, c'est de rejouer à l'envi le même motif sans finalement le remettre, sans l'actualiser. Donc tout ça, ça c'est une partie voilà, des choses que je ne fais pas, que je ne dois pas faire. Voilà, ça fait partie, voilà, ça je me l'interdis totalement, dans n'importe quelle circonstance. Donc, ce n'est pas où est la liberté là-dedans, hein? C'est-à-dire, on se dit l'improvisation, là oui, mais si je me mets plein de contraintes, je m'interdis, c'est pas du tout la liberté, c'est le contraire. Eh bien non, parce qu'en fait, pour moi, de m'empêcher de faire certaines choses, me met dans une forme de nudité, voire presque d'embarras, et ça met la lumière sur aussi mon propre conditionnement, que je dirais presque même ma propre aliénation culturelle. Et ça met en lumière que malgré moi, je suis constamment, et je pense comme nous toutes et tous, traversé par des motifs, ce qu'on appelle des motifs, je dis motifs en français, mais on pourrait dire patterns en anglais.
on est constamment traversé par ça inconsciemment et que on pourrait tout à fait improviser, soit seul, soit avec d'autres, entre musiciens et danseurs, en simplement en comment dire, en agençant différents types de motifs. Et moi, m'empêchant ça, je vais expliquer après un peu comment je me débrouille avec ça, mais m'empêchant de faire ça, je me retrouve dans une forme d'extraordinaire nudité, c'est-à-dire si j'enlève tout ce que je reconnais comme étant culturellement partagé, je m'aperçois qu'il ne reste pas grand-chose, même sinon rien du tout. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et pour moi, le salut vient vraiment de la perception de ce qui se passe, c'est-à-dire non pas ce que je fais, ce que je sens, ce que je pense, ce que je voudrais qu'il se passe, mais vraiment vraiment de percevoir ce qu'il se passe. Voilà. Même si ce qu'il se passe est bien sûr intimement lié, totalement intriqué, totalement interpénétré avec aussi ce que je fais. Mais en tout cas, c'est le regard est vraiment le regard et l'écoute, elle est vraiment projetée à l'extérieur. Qu'est-ce que font les choses? Voilà. Et quand on se quand on porte attention à ça, en fait, presque, ça improvise tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, les ce qui pourrait être, un frein, un piège, le fait qu'on ne veuille pas faire certaines choses, en fait, la solution vient tout le temps des circonstances. En fait, constamment, les circonstances, moi en tout cas, m'indiquent, vers où aller et il n'y a jamais 2 chemins, il n'y en a toujours qu'un. Donc, de toute façon, je n'ai même pas le choix, mais pour moi, ce n'est pas du tout, comment dire, une absence justement de liberté, la liberté étant souvent dite comme, enfin, décrite comme la possibilité d'avoir plusieurs choix. Moi, je trouve qu'au contraire, d'en avoir qu'un seul, c'est être libre d'avoir à faire des choix. Donc, être libre d'avoir à faire des choix, pour moi, c'est la plus grande des libertés. Et surtout, évidemment, quand ce choix s'impose sans coercition ou sans obstruction d'une personne sur le plateau, par exemple, évidemment. Là, il y a une prise de pouvoir et là, ce n'est pas possible je dirais, de participer à ça, enfin, de participer à cette mascarade d'improvisation libre. Donc voilà, donc ça se passe comme ça. Et pour moi, c'est extraordinairement ludique, hein, en fait. C'est aussi, par exemple, quand je repère non seulement des motifs qui viennent de la culture partagée, mais de mes propres motifs, évidemment, puisqu'à force d'avoir, enfin, d'improviser, bien évidemment, un vocabulaire, c'est dessiner et c'est très curieusement, ce vocabulaire, c'est inscrit un peu. Un peu comme, bah, tout simplement, les mots que je suis en train de prononcer, je ne les ai pas inventés. Ce sont bien des mots de la langue française partagés par tous les locuteurs et locutrices de cette langue. Mais malgré tout, je vais donc me baser quand même sur ce vocabulaire, mais essayer en l'occurrence maintenant, tourner aux alentours, voilà, de la pratique de l'improvisation pour essayer peut-être de dégager qu'est-ce qu'en serait l'expérience ou qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Ben, de la même manière, euh, de reconnaître les motifs que j'ai acquis, certains donc qui se sont inscrits curieusement dans la mémoire, d'autres qui sont apparus dans le cours d'une improvisation, donc dans le cours finalement d'une circonstance précise, ont complètement disparu. Ils ne peuvent pas revenir. Non pas qu'ils ne se soient pas inscrits dans les parties, je dirais, adéquates du cerveau, là où sont comment dire, conserver justement tous les éléments de la vie. Non, c'est parce que les circonstances ne reviennent pas. Les circonstances ne revenant pas, le geste instrumental et donc, je dirais, le geste sonore ne revient pas. Et ça me fascine complètement. Pourquoi certains motifs, certains éléments de vocabulaire peuvent revenir et peuvent s'inscrire et d'autres apparaissent. Et il y a d'ailleurs un étonnement merveilleux à ce moment-là. Et pourtant, ils ne seront pas, ils ne sont jamais reproduits, ils ne réapparaîtront pas parce que les conditions de la naissance de ces motifs ne reviennent pas.
et ça ne reviennent pas. Et ça, c'est vraiment tout à fait extraordinaire pour moi. Donc, c'est pour ça que c'est toujours quelque chose de renouvelé quand on est vraiment attentif, quand on porte vraiment attention à ce qu'il se passe et non pas à ce que l'on fait soi. Bien sûr, on fait extrêmement attention à ce que l'on fait, mais le curseur est plus vers ce que fait ce que l'on fait plutôt que uniquement ce que l'on fait. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui dépasse aussi peut-être un niveau qui me semble inférieur, qui est celui de la communication. C'est-à-dire que entre nous, hein, c'est-à-dire si on est plusieurs dans une salle, par exemple, ou peu importe, dans un endroit et qu'on improvise ensemble, si on en reste à uniquement ce que l'on fait, on en reste à l'état finalement d'une communication entre nous. On en reste seulement à ce qui est déjà pas mal, hein, évidemment. On en reste à une forme de dialogue, ce qui est aussi déjà pas mal, mais pour moi, ça ne me suffit absolument pas parce que ça reste enfermé enfin moi, c'est ce que je ressens très fort, ça reste enfermé dans nos communications entre humains et uniquement entre humains. Mais on communique aussi avec l'espace, on communique aussi avec le sol, on communique aussi avec, disons qu'on reçoit, on perçoit, on est traversé aussi parce que, en tant que musicien, particulièrement par l'acoustique, par comment les sons se réfléchissent, par la lumière qui rentre ou ne rentre pas dans la pièce, par le type de conditions, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient comment dire, de température dans la pièce. Enfin, on est vraiment constamment sujet à ça et non seulement sujet, mais sujet de ça aussi. Ce qui veut dire que euh, quand on perçoit beaucoup plus, qu'on peut osciller comme ça entre toutes ces formes de perception, on dépasse le côté à toi, à moi du dialogue, et ce qui, moi, me paraît beaucoup plus intéressant. Et qu'en fait, on n'est pas là pour faire une œuvre ou quelque chose euh, de, de parfait, comme disait Mark Tompkins à la fin de son intervention tout à l'heure, mais on est là pour révéler l'espace. On est là pour révéler ce qui se passe là. Voilà, à tout niveau, que ce soit en termes architectural, de poids dans l'endroit, de lumière, mais aussi comment l'endroit sonne. Et ça, c'est pour moi ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, et ça, c'est particulièrement, ça, j'arrive à l'expérimenter de manière très profonde, pratiquement, bon, je dirais avec très peu de musiciens et de musiciennes, mais heureusement avec quelques-uns. Alice, tu as parlé de Michel Denella, avec qui je travaille depuis 36 ans maintenant, donc on a vraiment une pratique aussi de qu'est-ce que c'est que révéler l'espace avec le son. Mais en tout cas, ce qui m'a toujours énormément nourri, c'est le travail avec la danse, vraiment avec les danseuses et les danseurs, parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur la musique en regardant les danseuses et les danseurs. Parce que moi, je suis un musicien qui ouvre les yeux. J'ouvre les yeux puisque je dois regarder mon instrument, qui est quand même assez grand. Donc, pour savoir quel objet, quel instrument je vais prendre, je suis bien obligé de regarder. Et je suis bien obligé de regarder aussi où je joue sur l'instrument, puisque c'est un instrument qui est quand même très extérieur à moi. C'est pas comme une flûte que l'on tient dans la main, c'est pas comme un violon que l'on porte contre soi. Moi, il est quand même à l'extérieur, donc je dois vraiment faire un pas vers lui, je dirais. Donc, je reste les yeux ouverts, ce qui me permet de regarder vraiment la danse et d'apprendre de la danse, même si les danseuses et les danseurs qui sont là n'ont pas forcément conscience de la musique, je dirais, visuelle euh, qu'ils produisent. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire je le vois comme une musique, c'est-à-dire je vois les différentes vélocités, je vois les différents rythmes, je vois, comment dire, bien sûr les matières, mais je vois aussi de manière purement presque solfégique ce qu'il se passe, même si c'est très inconscient de leur part. Et j'apprends beaucoup. Je donne toujours cet exemple qui est très très simple. Quand un danseur ou une danseuse veut traverser, faire une diagonale, vraiment pour employer vraiment un langage très cliché ou très habituel dans la danse. Ok, si la personne, bon, admettons sa diagonale fasse 12 mètres de longueur, et si cette personne n'a que 7 secondes pour le faire, ça ne va pas du tout être la même chose que si elle a 10 minutes.
pour le faire. Donc, moi, j'apprends en voyant ça, en le voyant, en voyant quelqu'un avec son corps le faire, j'apprends vraiment ce que c'est que le rythme. Qui est pour moi vraiment, en voyant là-dedans, j'ai compris que le rythme n'était pas forcément une histoire uniquement de temps, ce que j'ai donné tout à l'heure, 7 secondes ou 10 minutes, mais une histoire d'espace. Et donc, quand il y a des événements, quand moi je joue par exemple sur mon instrument et qu'il y a une forme, je dirais, de scansion qui n'est pas forcément régulière d'ailleurs, à chaque fois que je passe d'un point à un autre de la scansion, j'ai changé d'endroit dans mon espace intérieur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en observant la danse. Et donc, quand je joue, je ne joue pas uniquement, entre guillemets, comme musicien, c'est-à-dire uniquement rivé à un art du temps, avec une découpe du temps qui serait la définition du rythme, mais bien un parcours dans l'espace. Et ça, je l'ai vraiment appris donc, en regardant la danse. Et parcours de l'espace veut dire aussi, finalement, évidemment, métaphoriquement, virtuellement, je traverse donc des volumes d'air, puisque si de manière très imaginaire, même si je ne vois pas l'image, mais je le ressens comme tel, si je traverse la pièce, alors je reste à mon instrument, hein, mais vous avez compris, si je traverse la pièce à une certaine vitesse en jouant mes instruments, et que cette pièce est très grande, je vais traverser un volume d'air assez formidable. Et en fait, ce volume d'air agit absolument sur le toucher sur l'instrument, c'est-à-dire qu'il agit sur le phrasé, sur ce que ça va faire en fait, hein. Et c'est formidable parce que c'est finalement plus moi qui décide comment je vais vraiment phraser, comment je vais toucher l'instrument, comment je vais, comment dire, articuler. Ça s'articule de soi-même du fait de cette traversée. Et ça, c'est tout à fait formidable parce que j'ai encore une chose de moins à faire, entre guillemets. Donc, je gagne en liberté. Mais dans le même temps, c'est ça qui est très étrange, c'est là où je n'arrive pas à comprendre vraiment comment ça marche, je me dois d'être précis. C'est-à-dire mon devoir, alors je parlais tout à l'heure des choses que je ne voulais pas faire, mais il y a des choses que je dois absolument faire. Donc ça fait partie d'une autre partie, c'est un autre aspect de l'éthique de jeu dont je parlais. Je me dois absolument, toujours et dans n'importe quelle circonstance, être précis. Alors, c'est très étrange parce que c'est précis à quel moment, parce que je ne sais pas ce qui va arriver la seconde d'après. Donc, comment ça se fait que toute ma discipline soit orientée sur cette précision, alors que je ne sais pas du tout le prochain instant, puisque réellement, et ça, j'ai mis par exemple, je peux faire un aparté là-dessus, j'ai mis des années à ne plus prévoir du tout. Même avant, même si je fais un concert en solo, par exemple, avant, il y avait toujours une partie de mon esprit qui me disait tu as entendu l'acoustique de cette pièce, tu pourrais commencer comme ci ou comme ça. Et une autre partie de mon esprit qui dit mais tais-toi, pourquoi je t'obéirais, pourquoi c'est bien de commencer comme ça, je pourrais commencer autrement. Et heureusement, cette voix, j'ai réussi à la faire taire. Ça m'a pris énormément d'années, moins une vingtaine d'années, pour faire taire cette voix qui m'indique ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est assez formidable, je n'ai plus de voix qui m'indique ce qu'il faut faire. Et c'est une grande liberté, parce que tout d'un coup, il n'y a plus cette obéissance à cette voix intérieure, et il y a plutôt à percevoir ce qu'il se passe et à laisser faire les circonstances. Dans le même temps, les circonstances ne sont pas, euh, comment dire, séparées de ma présence, et donc moi, je me dois, c'est ça, je fais ce retour donc à la précision, je me dois d'être très précis dans les circonstances qui se déploient sur le moment, dans l'instant. Et ça me fascine. C'est donc il y a sans doute, quand on dit l'improvisation est l'art de l'instant, c'est là, je pense que c'est à ce moment-là, oui, que je peux vraiment le dire. Parce que l'instant, franchement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que je ne suis pas même sûr qu'il n'y a pas grand monde qui sait vraiment ce que ça veut dire. Donc, enfin, on sait, l'instant, c'est quelque chose qui n'a aucune épaisseur. Donc, comment définir ça? Et je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrits là-dessus. D'ailleurs, il faut absolument relire L'intuition de l'instant de Bachelard. C'est quand même un bouquin totalement
indispensable si on s'intéresse à ce sujet. Mais, et puis en plus, c'est magnifiquement poétique. Je crois que c'est aussi ça, c'est on est obligé d'ailleurs de glisser dans la poésie parce que l'instant a beaucoup de mal à se définir autrement. Enfin, le fait est que, en tout cas, on peut, c'est moi, à ce moment-là, quand je suis à la fois, je me dois d'être précis sur le moment, sur des circonstances qui se déploient, donc qui ne s'arrêtent pas. Donc, il semble qu'il y ait ce double mouvement de, de l'attention, euh, justement d'instant en instant sur quelque chose qui quand même court. Et donc, cette chose qui semble à la fois être immobile et mobile, ça, c'est quelque chose que comment dire, que je ressens en jouant de la musique en général, mais de manière extrêmement forte en improvisant. Et ça, c'est vraiment, ça reste une expérience et un terrain, je dirais, d'expérience, un terrain de jeu, un terrain d'émerveillement, mais aussi un terrain des fois, pas de douleur, mais de difficultés là, qui étaient tellement, tellement intéressants à continuer d'explorer. Et c'est pour ça que je continue d'explorer encore une fois, enfin toujours cette pratique et à travers et en rencontrant énormément de monde. Aussi pour revenir, puisque j'ai compris malgré tout que ce webinaire était plutôt organisé par des gens qui s'intéressent à la danse, c'est très curieux. euh, D'abord parce que j'ai la chance de connaître des danseuses et des danseurs absolument incroyables dans le champ d'improvisation et des gens très divers, vraiment, des gens qui peuvent courir dans tous les sens, voire tomber dans ce que j'appelle moi le syndrome de la natation sans la piscine, et des gens qui ne bougent très très peu, comme ma grande amie que je considérais être vraiment l'artiste la plus importante que j'ai jamais rencontrée, qui est Moeno Wakamatsu, qui est pour moi l'artiste la plus fondamentale dans mes rencontres. Une sorte de, je sais pas quoi, de sœur, de sœur en intuition. Et c'est cet artiste qui me bouleverse le plus. Donc, autant avec des gens qui courent dans tous les sens qu'avec elle, curieusement, c'est vraiment uniquement avec mon rapport à la danse que j'arrive à toucher et même à réussir, ce qui paraît très orgueilleux, à réussir à, euh, comment dire, atteindre mes intuitions musicales. Et ça, c'est un mystère. Comment cela se fait que c'est uniquement en présence d'au moins un corps dans l'espace, autre que le mien, bien évidemment, que j'arrive à toucher des choses que je n'arrive jamais à toucher avec d'autres musiciens. Ça, ça ne cesse de m'étonner. Moi, je pense que c'est vraiment lié, en fait, à la musique, justement, dont je parlais, de la danseuse ou du danseur. La musique qui peut être justement tonitruante ou absolument silencieuse, mais la simple présence est tellement musique qu'elle me décharge, moi, de l'obligation de musique. Et me décharger de l'obligation de musique me permet de jouer de la musique librement, puisque je ne suis plus obligé d'en faire. Comme je ne suis plus obligé d'en faire, je suis libre d'en faire. Et donc, ou en tout cas, je ne suis pas libre d'en faire, j'en peux en faire librement. Et ça, c'est assez miraculeux, puisque une seule personne, même qui ne bougerait pas, finalement, prend sur elle toute la fonction de la présence artistique, non pas forcément par le son, mais le son n'est plus nécessaire. Donc le son peut à ce moment-là, à nouveau, coexister avec la présence. Et ça, c'est formidable, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est purement merveilleux et qui continue de nourrir la pratique. Et ça, c'est totalement mystérieux. Ça, c'est très difficile à décrire. Je peux juste, voilà, oui, décrire ce que c'est, mais sans vraiment mesurer la profondeur que ça a. Et je sais que ça en a une énorme, ça a une profondeur absolument extraordinaire. Juste la présence fait musique, mais pas la musique musicienne ou la musique. C'est juste que tout d'un coup, il y a, enfin, peut-être que d'aucuns appellera ça la poésie, tout simplement. Mais pareil, la poésie, c'est quelque chose de très difficile aussi à définir. C'est quelque chose que l'on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas vraiment dire ce que c'est profondément. En plus,
dans le champ de la poésie dite, enfin, je veux dire que l'on peut étudier, il y a une diversité tellement immense, donc c'est un champ absolument énorme. Mais en tout cas, je pense que au bout du compte, ce que l'on touche là, c'est la poésie. C'est-à-dire quelque chose justement qu'on ne peut pas dire, la chose que on est obligé, enfin, autour de laquelle on est obligé de tourner autour pour essayer peut-être d'en voir l'ombre au centre, quoi. Voilà. Donc voilà, bah, je suis, étonné d'avoir parlé 40 minutes, sur très peu de choses finalement. Mais, s'il y a donc, je ne sais pas si je peux continuer encore à parler vraiment, il suffit, vous avez remarqué qu'il me suffisait d'ouvrir le robinet. Hélas, hélas, dont j'ai souvent honte d'ailleurs. Et alors je ne sais pas si c'est le moment des questions ou si tu veux le faire après Je, je- avec, tous les autres intervenants je- je- ou si, je pense pour des voilà. questions de temps que c'est super qu'on passe à des questions, non pas que D'accord, très bien, on se- parfait. ça m'intéresserait de t'entendre encore, mais peut-être on va te faire parler peut-être à Oui, oui, partir oui, de. oui, oui, oui. Ouais.